On est triste, oui, on est triste parce que déjà la saison 2021 de cyclisme se termine et les regards sont déjà tournés vers 2022. C'était le cas du Tour de France qui a dévoilé son parcours pour la prochaine édition. Un départ au Danemark, des pavés, le retour de l'Alpe d'Huez. C'est un gros résumé du parcours qu'on décryptera en première partie. Et puis on continuera de parler du Tour, mais féminin cette fois-ci, le premier de l'histoire avec notre invité du jour, Audrey Cordon-Rago. Et pour terminer, on fera un petit bilan de l'année avec une première constatation, le monopole des victoires de prestige pour seulement une poignée d'équipes. Pourquoi on se posera la question dans le sprint final. Et autour de moi, comme souvent, on a déjà Jérémy Sakian qui est là. Salut Johan et salut à tous. Alors, Jérémy Sakian qui est, à mon avis, Ah en train oui, de changer mon texte en direct sur Google Doc, hein, pour ceux qui savent comment ça marche, et qui change un petit peu mon texte. Mais ça ne me perturbera pas, en tout cas, pas si tant tu mieux. changes la fin, en tout cas, pour cette émission. Et donc, on a Rémi, je ne lirai pas ce que tu as mis à côté, mais Rémi est bien là avec tout, Rémi Dos Santos. Oui, bonjour à tous. Je préfère ne pas lire non plus. Oui, toi aussi, tu l'as sous les yeux. Oui, parce qu'on Bien sûr. travaille ici à Sadera et on prépare les petits textes, mais malheureusement, il y a toujours quelqu'un qui fait tout foirer. Et, comme souvent, c'est Jérémy Sakian. Est-ce que vous êtes prêts pour cette première partie? Parce qu'on va parler du Tour de France 2022, c'est au Danemark. Oui, c'est bientôt le mois de juillet prochain parce que ça fait mal au cœur de se dire qu'on ne verra plus grand-chose de la saison de route cette année. Un petit peu de cyclocross, mais Anthony Collat n'est pas là, donc on n'en parlera pas. En attendant, on parle de cette grande boucle 2022 avec un départ au Danemark à Copenhague, une étape avec des pavés dans le nord, la planche des belles filles, la super planche des belles filles, encore une fois au programme, des belles étapes de montagne avec le retour de l'Alpe d'Huez dans les Alpes et les Pyrénées, vraiment très sympathique aussi. Un chrono lors de l'avant-dernière journée de 40 km. C'est en gros le parcours du Tour de France. Si vous voulez le voir en détail, hein, je vous invite à le voir sur différents sites. On va pas tout détailler ici, mais on va essayer de voir en tout cas en premier lieu de loin ce parcours, s'il nous plaît. Jérémy, est-ce qu'il te plaît déjà ce parcours dessiné par Christian Prudhomme et ses équipes? Est-ce qu'il me plaît? En tout cas, il me déplaît pas. C'est Ah, un tour sans fulgurance, sans véritable surprise. Il est plutôt équilibré. Il correspond à ce que j'attends du Tour de France. Je vais lui mettre une mention bien. Il y a des très belles étapes de montagne. Il y a aussi des étapes pour punchers qui font penser un petit peu au classique. Donc, ouais, plutôt équilibré. Voilà, un tour à 14-15 sur 20. 14-15 sur 20. J'allais te Non, demander si c'était un 6-7 sur 10, mais tu m'as mis ça sur 20. Rémi, est-ce que la moyenne est élevée avec ton interprétation de ce Tour de France 2022? moi, je suis un peu déçu de justement, ouais, des autres étapes hors étape de montagne, étape un peu accidentée. Je suis un peu déçu de ce qu'on va avoir, que ce soit au Danemark ou en France. Je suis globalement d'accord avec Jérémy. Je pense que oui, on est sur un 14 sur 20. Par contre, c'est mention bien, hein, 14, Jérémy, hein. Mention assez bien, ça aurait été 12. Il a dit Ah, mention moi, bien, non? j'avais noté mention bien. Alors, je sais pas ce que j'ai dit, mais Ouais, mais si tu Ah, il me changes de semble que texte tu aussi avais en cours, ça change tout, hein. oui, tu sais plus ce que tu as écrit. faudra, faudra réécouter. Mais j'avais en tête mention bien, donc tu vois, c'est plutôt cohérent. Bon, on va essayer de parler justement du Danemark, hein, qui reçoit pour la première fois de l'histoire le Tour de France. Un petit chrono de 13 km dans les rues de la capitale Copenhague et deux étapes piégeuses derrière, notamment un petit peu de vent, hein. Attendu sur un pont de 18 km de long lors de la deuxième étape. Ça fait quand même plaisir de voir ce Tour de France arriver au Danemark parce que c'est quand même un pays de vélo, hein, avec ses champions, Fuglsang, Asgreen, Vingegaard, mais pas seulement parce qu'on aime le vélo au Danemark. Est-ce que vous êtes fan de voir ces grandes boucles un petit peu plus loin que tout simplement les pays limitrophes? Non, pas du tout. Moi, je j'ai pas de souci avec les départs dans les pays frontaliers ou en Angleterre, comme ça avait pu être le cas, parce qu'on peut pas considérer vraiment que ce soit frontalier. Le Danemark, ça me gêne un peu plus. Le Giro l'avait déjà fait il y a quelques années. Sportivement, en plus, au Danemark, je suis pas transcendé par ce qui est proposé. Un chrono, des étapes de plat, bon, il en faut un petit peu pour tous les goûts. On va démarrer tranquillement ce Tour de France, alors que le dernier était parti tambour battant avec la victoire de Philippe, celle de Van Der Poel. On était parti vraiment sur une semaine incroyable. Cette année, ça risque de partir plus lentement. Mais bien sûr, il y a des enjeux financiers, il y a du marketing qui est au cœur des préoccupations. Donc,
ça justifie ce départ de Copenhague, mais je suis pas forcément, j'accueille pas cette nouvelle avec énormément d'enthousiasme. Alors, j'ai croisé Marc Madio hein, lors de la présentation du Tour de France 2022, qui lui se posait des questions, notamment en termes logistiques, hein, parce que le transfert du Danemark en France, bon, c'est assez simple pour les coureurs parce que ils prennent l'avion, mais il faut savoir qu'il y a un staff à côté des bus, et là, c'est un petit peu plus compliqué de rejoindre la France, même s'il y aura un jour de repos seulement après 3 jours de course. Donc, ça pose aussi quelques petits problèmes. Bon, tout le monde va réussir à s'en sortir. Je pense bien que ASO va faire en sorte que tout se passe bien. Mais c'est aussi un petit problème logistique pour les équipes. Rémi, toi, est-ce que tu es fan quand même de voir ce Tour de France arriver sur les jolies plaines du Danemark? Non, non, pas spécialement. Bah oui, Jérémy l'a dit, c'est très financier. Je vois pas trop l'intérêt parce que, bon, on va avoir des étapes. Oui, le chrono, il va faire quelques écarts évidemment, avec mes 13 kilomètres, ce sera très peu. Enfin, les 2 autres étapes, bon après cette année, on s'était dit qu'il y avait des étapes où il se passerait rien et c'est celles où il y a eu le plus de spectacles, donc on peut peut-être avoir un peu de chance. Maintenant, ça me paraît compliqué et c'est vrai qu'on va pas avoir le même début de tour que cette année, manifestement. Bon puis 3 étapes, puis un jour de repos. Alors évidemment, toute la logistique, tout ça, c'est vrai que ça se bouge pas en quelques heures, mais bon, c'est particulier. J'ai l'impression que ça casse un petit peu le rythme encore plus, donc vraiment pas fan. Ouais, ça ressemble un petit peu au Giro, hein, comme tu le disais, Jérémy, qui était parti notamment d'Israël aussi, où il y avait pas mal de logistique avec ça et autour de ça. On va retourner en France, du coup, juste après le Danemark, avec le nord de la France, avec notamment ces pavés, 20 km de pavés au programme lors de l'étape entre Lille et Arenberg. Pas la trouée d'Arenberg, attention, il faut savoir qu'on ne passera pas par là, mais il y aura plutôt des secteurs inédits. Alors, ça plaît pas. Mais il y a certains coureurs qui craignent ces pavés et qui n'aiment pas trop les voir sur des grands tours. Écoutez, Benoît Cosnefroy, le coureur d'AG2R Citroën. Je suis pas forcément très fan sur un grand tour. Je pense qu'il y a trop d'aléas et quand on voit l'implication qu'il faut mettre dans une préparation pour briller sur un grand tour, pour le classement général, voilà, on peut tout perdre sur quelques pavés. Ça reste du vélo, c'est très bien, mais je pense qu'il y a des courses comme Paris-Roubaix où on voit un magnifique spectacle qu'on a vu il y a quelques jours, et je pense que ça doit rester dans ce cadre-là et pas forcément au Tour de France. Alors, est-ce que vous êtes de l'avis de Benoît Cosnefroy? C'est vrai que avec les journalistes présents hein, lors de cette interview, on était assez mitigé, on savait pas trop, assez partagé, on savait pas trop s'il avait raison ou pas. Est-ce que les pavés ont le droit d'exister sur les grands tours et notamment le Tour de France avec ces 20 km de pavés cette année, la saison prochaine? Ouais, moi je suis assez partagé, effectivement, Johan. Je comprends totalement l'avis de Benoît Cosnefroy. C'est pas l'essence des grands tours de proposer des étapes pavées, même si à titre personnel, je suis un grand fan des classiques flandriennes. Mais les classiques, c'est une chose, les grands tours, c'en est une autre. Après, ces secteurs pavés, techniquement, ils sont en France. C'est le Tour de France. Donc on a le droit de les emprunter sans faire injure à la légende. On a déjà connu par le passé des grandes étapes de pavés. On se rappelle notamment de Nibali en 2014 qui avait été extraordinaire. Mais je comprends aussi évidemment l'avis de ces coureurs qui viennent sur le Tour de France bien pour disputer des chronos, pour se battre sur les étapes de montagne et qui n'ont pas forcément envie de croiser des pavés sur leur route. Même si à Esso, il va quand même doucement. Hein, on ne met pas la trouée d'Arambert, on préserve quand même les organismes. Ce sont des secteurs relativement courts hein, qui vont être proposés. Oui, et puis on se rappelle notamment de l'étape qui avait eu lieu en 2018 avec des pavés où les favoris avaient fini un petit peu dans le même groupe. C'est un petit peu ce même parcours qui va être proposé. Hein. On va pas faire non plus comme en 2014. Il n'y avait plus hein, cette année-là. On se rappelle avec notamment les chutes de Chris Froome. Rémi, fan ou pas fan de ces pavés sur le Tour de France? Moi, je suis très fan, c'est très bien. Vive les pavés d'ailleurs. Bah, je vois pas pourquoi ça poserait problème étant donné que voilà, il faut qu'un Tour de France, il y ait un peu de tout. Comme tu dis, Jérémy, il y en a pas beaucoup et c'est très bien, mais ça permet un peu de sortir des sentiers battus pour les coureurs de course par étapes, bah, qui n'ont pas l'habitude justement, pour la plupart, d'aller sur les Flandriennes et de se frotter au pavé. Donc
c'est quand même bien parce que ça permet d'offrir un nouveau challenge à eux et ça permet de créer des écarts. En 2014 notamment, ça avait fait des écarts monstrueux avec Nibali et les autres. Donc non, si, c'est très bien d'avoir ça. Euh, Sinon, si les gens veulent pas des pavés, on n'a qu'à dire qu'aussi on fait un Tour de France sans contre-la-montre, comme ça les rouleurs ils viennent pas, ou alors les sprinteurs ils vont se plaindre qu'il y ait de la montagne. Il y a besoin de faire un peu de tout sur le Tour de France. C'est pas chaque année, c'est pas, il n'y a pas énormément de pavés, donc enfin de kilomètres, donc ça va, ça passe. Moi je suis très content. Ensuite, on va redescendre dans le sud de la France. On passera par la super planche des belles filles, hein. On va pas en parler parce qu'on a l'habitude maintenant, même si c'est un remake de l'édition 2019, parce qu'ils vont un petit peu plus haut que la planche des belles filles simples. Après, on va en Suisse. Et puis, enfin, les Alpes, parce que cette année, on n'a pas eu le droit à vraiment de grandes étapes de montagne dans les Alpes. Là, on va se régaler avec une arrivée au col du Gandon, juste après, notamment le Galibier. Le Galibier qu'on remontera une nouvelle fois, ainsi que la Croix de Fer pour arriver à l'Alpe d'Huez. Ça y est, enfin, les Alpes, ça va être un menu costaud en 2022. Oui, un menu costaud. Je suis très satisfait effectivement du parcours dans les Alpes. En revanche, petit coup de gueule quand même au passage. La planche des belles filles, moi, ça y est, j'en ai ma claque, hein. On y va tous les ans. Il Ah, je se suis passe d'accord. absolument jamais rien. Il y a des écarts minimes. Donc, non, très satisfait par les Alpes, un peu moins par la planche des belles filles. C'est le col du Granon, hein, à l'arrivée de l'étape d'Albertville qui va être effectivement très intéressant. La veille de l'Alpe d'Huez pour sa portée mythique. Donc, je trouve que c'est plutôt bien dessiné, ouais. Ouais, la super planche des belles filles, hein. Peut-être que la famille Pinot a versé beaucoup d'argent à Esso pour y aller tous les ans, mais c'est vrai qu'on est d'accord, ça fait un petit peu beaucoup. Bon, il y a les Alpes et les Pyrénées, c'est vraiment, je pense, cette année, de menus copieux, hein, parce qu'il y aura dans les Pyrénées Otakam et Péragude. Rémi, toi qui as regardé, bien sûr, avec attention le parcours, tu as une préférence entre les Alpes et les Pyrénées cette année? J'ai l'impression qu'on a essayé de faire quelque chose sur un pied d'égalité, peut-être. Ouais, je suis assez d'accord. C'est vrai qu'on a l'impression que allez, c'est peut-être pas du 50-50, mais globalement, il y a moyen de faire des écarts des deux côtés. Alors évidemment, les Pyrénées seront à la fin, donc ils seront un peu plus importants, mais ça me paraît relativement équilibré. Après, moi, je suis du Sud-Ouest, alors forcément, je défendrai toujours les Pyrénées, mais j'aime bien la double ascension du Galibier sur 2 jours, par les deux versants. Je trouve ça pas mal. Par contre, on a des pavés, on a Otakam et la planche des belles filles. C'est clairement un parcours pour Nibali. On n'en a pas encore parlé, mais c'est Ouais, clairement le parcours qu'il y avait en 2014. Je pense que Nibali. Pogacar, il a intérêt à faire attention, hein. Un Nibali avec 8 ans de moins, hein. C'est un peu mieux aussi parce que c'est vrai que c'est un peu plus Peut-être, difficile en ce peut-être. moment, mais c'est vrai que ça ressemble à l'édition 2014 avec la victoire de Mais Nibali Vincenzo est là Nibali. qui gagne quand les favoris abandonnent. Donc attention à Pogacar et Roglic. Oui, on en parlera doucement sur les favoris. En attendant, je voulais rappeler qu'en 2014, il y avait deux Français sur le podium du Tour. C'était juste pour la petite anecdote. Jérémy, plutôt Alpes ou Pyrénées en 2022? Bah, pour le côté mythique, je dirais plutôt les Alpes. L'Alpe d'Huez, le Galibier, ça fait partie de la légende. Mais le Tour se jouera dans les Pyrénées. Ah, bah comme l'édition précédente, d'ailleurs, Ouais. même si Pogacar avait plié le game dès les Alpes, mais c'est vrai que on commence à prendre l'habitude de voir les Pyrénées en dernier, alors qu'il y avait souvent une alternance entre les Tours de France. Il y a aussi quelque chose qu'on va revoir, le chrono lors de l'avant-dernière journée à Rocamadour, dans le Lot, 40 km quand même, on augmente un petit peu année après année. Du coup, bon, ce chrono, il va falloir faire attention pour les grimpeurs, et ça permet aussi aux rouleurs de revenir dans la course, mais surtout, on se pose la question maintenant qu'on a fait un petit peu le tour de tout ce parcours. Quel est le favori sur le papier maintenant que on sait que ça va être un peu costaud partout, et surtout, il y en aura pour tout le monde. Bah, sur le papier, c'est Pogacar. Et sur le vélo, c'est aussi Pogacar. Ah, donc c'est vrai que Pogacar nous a plutôt plu, hein, ces dernières années avec deux Oui, victoires un sur le petit Tour de peu. France. C'est vrai Quelques qu'on ne bons le connaît pas résultats. trop sur les pavés, mais il nous surprend assez souvent. Rémi, toi aussi, Pogacar pour un triplé? Ah, moi j'ai envie de croire en Primoz Roglic quand même. C'est vrai Ah, que je joue souvent Roglic par rapport à Pogacar, mais là il peut pas avoir de la malchance ou une mauvaise tactique tous les ans, c'est pas possible. On gagne pas 3 Vuelta consécutivement en étant un peintre, donc je pense que ça peut quand même lui convenir là au niveau du parcours et le chrono final me paraît pas mal pour lui.
Ouais, 40 km avec un peu de côte pour arriver notamment dans la cité mariale de Rocamadour, hein, dans les hauteurs. Bon, il y a les favoris, hein, Pogacar, Roglic, les Slovènes, mais il y a aussi des Français qui seront là l'an prochain. On l'espère en tout cas pour Julien Alaphilippe qui lui a apprécié le parcours et lui met une bonne note notamment dans la première semaine. Écoutez-le. Ça va déjà être vraiment une belle première semaine. Contre la monte, étape de bordure, des pavés, arrivée puncher, voilà, ça va être vraiment une première semaine. Il y aura du mouvement dans tous les cas, ça c'est sûr. Et voilà, pour le reste, d'abord c'est l'heure de récupérer. Après, ouais, j'ai hâte de faire des recos, d'étapes et de voir un peu ce qu'on va pouvoir préparer pour ce tour. On est habitué avec Julien Alaphilippe qui a porté lors des 3 dernières éditions le maillot jaune. C'est encore un profil, notamment sur la première semaine, qui peut convenir aux Français pour aller chercher une étape, c'est vrai, mais pourquoi pas, encore une fois, ce maillot jaune si précieux qui a changé d'ailleurs de marque. Hein. C'est plus le coq sportif, mais c'est Santini pour l'année prochaine pour broder ces maillots jaunes. Jérémy, toi, tu es d'accord avec Julien Alaphilippe? On comprend pourquoi il aime bien cette première semaine? Oui, bah oui, je le comprends, notamment l'étape 6, hein. Entre Binche et Longwy, à mon avis, cette étape, elle lui convient parfaitement. Maintenant, Julien Alaphilippe, la grande nouveauté par rapport aux 2 tours précédents, c'est que cette fois-ci, on sait, il vient pour les étapes. Avant, il y avait toujours un petit doute, on ne savait pas s'il jouait franc jeu, s'il cachait un petit peu sa préparation. Maintenant, on a compris, c'est tout pour les étapes. Il y aura également une grosse période de classique qui va accaparer son printemps. Il aura la tête autour, vraiment, à mon avis, au dernier moment, à partir du mois de juin, début juillet. Donc oui, une première semaine importante, une étape, un maillot jaune, comme tous les ans, je serais tenté de te dire, ça serait déjà un contrat rempli. Oui, on l'a eu sur cette question, notamment Julien Alaphilippe qui répondait que ça dépendait de sa forme, il allait voir s'il était un petit peu bien, il allait pouvoir jouer vraiment plus d'étapes, etc. Vraiment, il n'y avait pas vraiment d'objectif précis, ça là dépendait de sa forme et c'est souvent le cas maintenant. Il voit comment il peut composer sa longue saison. Rémi, toi, pour Julien Alaphilippe, peut-être pour les autres Français, tu penses il y a quelque chose à faire, pas que dans la première semaine, mais dans la globalité de ce Tour de France 2022? Bah, alors pour Julien, il va claquer au moins une étape, plus j'espère. Sur la première, si jamais ça se déroule bien, il y a quand même la place peut-être pour aller chercher le maillot jaune, sur l'étape qui finit à Longwy ou Longwy, je sais pas comment on prononce. Pourquoi pas? Après pour les autres Français, bah, ça va dépendre de l'état de forme. Maintenant, je pense que des Martin, Bardet, Pinot sont maintenant un peu loin pour espérer mieux qu'un top 10, ou des victoires d'étape. Bardet qui n'était pas là à la présentation du Tour de France, peut-être tout simplement parce il a décidé encore une fois de ne pas de ne pas disputer ce Tour de France. Mais bon, ça veut pas tout, c'est pas tout dire de ne pas le voir. Il y a aussi une petite chose sur laquelle je voulais revenir très rapidement, c'est les étapes de sprinters qui sont peu nombreuses, hein, seulement 6 sur le papier. Hein, parce que attention aux baroudeurs. Est-ce que vous comprenez le fait qu'il y a de moins en moins d'étapes pour sprinters? Je le comprends, oui. Est-ce que je l'excuse? Non, parce que je pense que c'est quand même pas mal de laisser une part importante aux sprinters. Mais ça se comprend dans une tendance actuelle qui va vers toujours plus de spectacles et les gens préfèrent forcément des étapes où il y a de l'action. Donc je comprends l'idée d'ASO, oui. Rémi, est-ce que tu aimes quand même voir ces étapes de plaine où les sprinters peuvent se batailler dans la dernière ligne droite? Ah, c'est quand même, alors oui, évidemment, hein, c'est 4h30 de d'attente ou presque, pour, 5 minutes, à haute tension et à grand spectacle. Donc oui, Jérémy a raison, on est clairement sur une envie de montrer des étapes vraiment animées au public pour qu'il y ait toujours plus de téléspectateurs, tout ça. Bon, c'est vrai qu'à un moment, en fait, on peut aussi dire aux sprinters de pas venir, tout simplement. Après, si on avait aussi des sprinters qui étaient, très charismatiques,
peut-être qu'il y aurait un peu plus d'étapes vraiment taillées pour eux et peut-être ils auraient un peu plus de place sur ces tours-là, même d'ailleurs sur les autres tours parce que sur le Giro et la Vuelta, c'est globalement pareil. Peut-être qu'il manque aussi un petit peu ces têtes d'affiche du sprint qui pourraient permettre de mettre un peu plus de lumière, sur eux. Ouais, il est loin le temps des Robbie McEwen, Eric Zabel, Cipollini et consorts. En attendant, eh ben, nous, on va continuer parce qu'on a fini sur ce parcours du Tour de France et on va passer à la prochaine rubrique. C'est j'attaque ou alors j'attaque pas. Attaque de Pierre Rolland encore une fois. Personne ne réagit. Alors ma première interrogation du jour, les gars, c'est le coup de gueule de Marc Madiot après la victoire d'Arnaud Démare sur Paris-Tour, qui a fustigé les critiques sur son coureur cette saison. Est-ce que c'est justifié les critiques de Marc Madiot qui a notamment dit, je peux vous le rappeler, que les gens n'avaient pas beaucoup de mémoire, il suffit de regarder le palmarès qu'il a. Il ajoute une belle ligne aujourd'hui. Donc messieurs, vous avez le bonjour. Jérémy, est-ce qu'on attaque ou on n'attaque pas? Non, j'attaque pas. Je suis évidemment complètement en désaccord avec Marc Madiot. Rémi, est-ce que toi tu attaques ou tu ne préfères pas attaquer? Ah non, j'attaque pas du tout, je vois pas enfin, oui, il y a eu des critiques, mais elles ont été justifiées. Arnaud Démare a pas fait une grande année 2021, c'est tout, oui, il finit bien, dans une course très belle, mais où il y avait quand même pas grand monde, face à lui. Mais voilà, son année 2021, elle est à oublier. Il est le premier à le dire de toute façon. Fuglsang qui signe chez Israel Startup Nation à 36 ans après les arrivées de Froome, Moots, Martin, Greipel et il doit y en avoir d'autres, je ne les ai pas tous comptés. Est-ce qu'on n'est pas sur une équipe de pré-retraite? C'est écrit Martin, mais c'est Dan Martin. J'ai dit Martin? Ouais, c'est Dan Martin évidemment. Mais les spécialistes du non, vélo vont comprendre mon accent français. C'est même pas une équipe de pré-retraités, c'est une équipe de retraités. Greipel, Dan Martin, c'est terminé. Froome, il avance plus, donc oui, c'est la retraite dorée. Rémi, est-ce que tu es d'accord C'est quoi? avec ton Ah bah, coéquipier? je suis d'accord avec mon coéquipier. C'est quoi la moyenne d'âge chez eux? 35, 36, non? Je Et en crois fait, qu'on si n'est on pas est en loin. dessous de 30 ans, on peut pas signer chez eux? Comment ça se passe? Oui, c'est comme Trek. Et Puis en plus, encore ça quelques s'appelle jeunes. Startup Nation, hein, c'est censé faire jeune en plus. Oui, c'est vrai que c'est pas très cohérent. Ivan Sosa qui signe chez Movistar. Est-ce que ça annonce l'arrivée de Bernal, le Colombien, coéquipier d'Egan chez Ineos et qui a donc signé chez les Espagnols? C'est pour préparer le terrain, non, Jérémy? Non, je pense pas. Je pense vraiment pas. Je pense que c'est simplement parce qu'il ne répondait plus aux attentes d'Ineos et il s'est trouvé une porte de sortie, tout simplement. Rémi? Je suis pas convaincu non plus. Je sais pas, je crois qu'ils ont le même agent maintenant. Bon, ça veut pas forcément dire grand-chose non plus. C'est vrai que Sosa, depuis qu'il avait explosé, on l'avait quand même un peu perdu de vue, il avait pas beaucoup de références, donc c'était un peu normal de le voir quitter, Ineos. Bon, j'essaie de vous mettre en désaccord peut-être pour ce petit son que je vais vous faire écouter. Vous allez apprécier. Débouchez vos oreilles. Est-ce qu'on a reconnu cette douce voix de Nairo Quintana qui a fait Mask Singer en Colombie? Est-ce que ça nous fait plutôt rire? Est-ce qu'on attaque ou on n'attaque pas? Ouais, ça me fait marrer. Ça me fait marrer. Ça fait partie un peu du folklore. Il faut pas oublier que Quintana, c'est une immense star, hein, bien plus que Pinot ou Alaphilippe chez nous. En Colombie, c'est presque un dieu vivant. Ouais, avec ce costume, je vous laisse aller voir sur les réseaux. Je crois que c'était un lézard, je crois, Nairo Quintana, incroyable de le voir chanter. Et il pousse bien la chansonnette, peut-être une reconversion derrière pour Nairo Quintana. Rémi, est-ce que ça te fait rire ou pas? Bien sûr, mais moi Ah. j'ai hâte de le voir, faire ça sur le podium du Tour. Je veux un Quintana maillot jaune qui chante sur le podium, en haut de l'Alpe d'Huez. Alors chanter, oui. Maillot jaune, je ne suis pas sûr. Bon alors au moins vainqueur Allez, d'étape. D'accord, une victoire d'étape, ça fait maintenant depuis 2019 que Nairo Quintana n'a pas remporté d'étape sur le Tour de France. On va passer à un autre Tour de France, le Tour de France féminin pour la première fois de l'histoire. Et on va en parler avec notre invité du jour, Audrey Cordon-Rago. C'est dans l'échappée. 220 km d'échappée, une arrivée solitaire, un exploit dont il faudra bien se rappeler tout au long de la saison.
Vous savez, dans Saderail, on fait toujours la part belle au cyclisme féminin après Marie-Lenette la semaine dernière. C'est cette fois-ci Audrey Cordon-Rago, coureuse de Trek Segafredo, qui nous fait le plaisir d'être avec nous. Tu étais d'ailleurs là lors de la présentation du premier Tour de France féminin il y a quelques jours. On s'est croisés d'ailleurs. Je suppose que c'était un moment particulier de vivre cette première au Palais des Congrès devant tous ces gens et avec une magnifique présentation, on va le dire. Ouais, bonjour tout le monde tout d'abord. Ouais, c'est sûr que c'était un grand moment pour moi, pour le cyclisme féminin dans sa globalité et un moment que je n'oublierai pas parce que c'était une première et c'est vrai que les premières, on s'en souvient toujours. Et ça a été vraiment extrêmement bien fait de la part d'ASO. On a été présenté de la meilleure des manières et c'est vrai que c'est très très motivant pour la suite. Il y aura pour ce Tour de France féminin 8 étapes au total avec un départ à l'inverse des mecs à Paris. On se dirige vers l'Est après Paris, notamment avec une très belle étape arrivant à Bar-sur-Aube avec ses chemins de terre. Puis une longue étape qui arrive à Saint-Dié-des-Vosges, je le dis parce que c'est chez moi, à l'inverse de toi d'ailleurs, Audrey, qui est de Bretagne. Et de la montagne, bien sûr, pour finir avec le ballon d'Alsace et la super planche des belles filles. Est-ce qu'il te plaît sur le papier ce parcours? En tout cas, il y en aura pour tout le monde ou presque. Ouais, tout à fait, c'est ça qui me plaît en fait. On a été questionné il y a quelques mois de ça par ASO justement, qui voulait vraiment avoir notre opinion sur quel serait notre tracé idéal. Et c'est vrai que c'est ce que j'avais répondu en disant tout simplement qu'il en fallait pour tout le monde, que c'était important que ce soit une course ouverte où le suspense tienne le plus longtemps possible. Et c'est vrai qu'avec ce tracé, ça va permettre à chacune de s'exprimer à un moment donné de la course. Et puis au leader du classement général de se battre plutôt en fin de tour et du coup ça ne tuera pas la course d'entrée de jeu comme on peut le voir sur certains grands tours malheureusement. Oui, un tracé qui a été dessiné par Marion Rousse, notamment pour quelques étapes, la directrice du Tour de France féminin, et qui voulait que tout le monde puisse avoir sa chance pour cette grande première. On l'a écouté et interviewé juste après la présentation du Tour de France. On voulait que le public aussi découvre le plus de coureuses possible. Et si tu mets que de la haute montagne, bah forcément, comme chez les hommes, finalement, tu auras toujours les mêmes devant. Donc, c'était pas du tout notre intérêt. On veut aussi essayer de préserver le plus possible le suspense. Donc, si tu mets le troisième jour une étape de haute montagne et que tu arrives avec une minute d'avance, bon, bah, derrière, tu n'as plus d'intérêt sportif. Donc, on a vraiment pensé le parcours avec cette volonté. Donc, on est content que ça plaise aux filles. C'est vrai que j'ai vu beaucoup de filles derrière et elles étaient très ravies. Bon, ça te plaît, ça plaît aussi à d'autres filles. Il y en aura pour tout le monde, c'est ce qu'elle disait. Toi qui n'es pas la meilleure grimpeuse du peloton, tu vas sûrement pas viser classement général. Je dis ça parce que tu me l'as dit lors de la présentation. Je dis pas ça pour t'embêter, mais tu vas pouvoir au moins t'exprimer sur une étape lors de ce tracé du Tour de France. Oui, tout à fait. Non, ça m'embête pas du tout que tu exprimes le fait que je ne jouerai pas le classement général, parce que c'est une réalité. Et c'est sûr qu'aujourd'hui, il y a meilleure grimpeuse que moi. Si c'était un tour plutôt pour les puncheuses, peut-être que j'aurais pu y prétendre. Mais là, en tout cas, avec ces 2 dernières étapes dantesques, évidemment, ça fera la part belle aux meilleures grimpeuses. Et moi, si j'avais à vraiment choisir une étape qui me plairait plutôt bien, c'est vraiment celle avec ces chemins blancs dans les vignes de Champagne. C'est vrai que cette étape, elle me parle bien. C'est une étape plutôt pour les puncheuses, voire pour une échappée de baroudeuse. Donc ouais, voilà, j'ai quelques étapes comme ça que j'ai repérées et qui pourraient me sourire en tout cas. On s'y voit déjà en juillet prochain. Je rappelle que le départ sera donné le 24 juillet. Jérémy, tu avais une question pour Audrey. Oui, Audrey, on a le sentiment vraiment que le cyclisme féminin va dans le bon sens avec la première de Paris-Roubaix il y a quelques jours, la première du Tour de France l'année prochaine. Est-ce que pour toi, c'est un regret que tout ça arrive si tard dans ta carrière ou c'est une fierté d'avoir eu l'occasion de participer à chaque fois à la première historique de chaque épreuve? Non, moi je suis pas quelqu'un qui vit avec les regrets. C'est vrai que je suis quelqu'un qui va de l'avant assez facilement et pour moi c'est juste la concrétisation de ce que l'on voulait depuis des années. C'est la concrétisation de la grogne qu'on a pu exprimer depuis des années et qui a porté ses fruits. Et je pense que voilà, pour moi, c'est juste une très bonne chose qu'on puisse y arriver, que je puisse toujours y participer. Alors certes, ma carrière ne va pas encore durer 10 ans et il y aura sûrement d'autres premières dans les 10 années qui arrivent. Mais en tout cas, oui, je me sens fière d'avoir œuvré pour ça et je pense surtout à la génération qui arrive, qui pourra enfin
prétendre à juste faire du cyclisme leur métier, ce qui n'était pas le possible avant. Et ça, c'est une grande fierté pour moi. Et tu es aussi dans une équipe, la Trek Segafredo, qui est très attachée à cette parité, notamment parce que sur Paris-Roubaix, par exemple, les primes ont été partagées entre les équipes masculines et féminines. C'est une chance aussi d'être dans une telle équipe qui prône pour le cyclisme féminin aussi. Ouais, tout à fait. Alors, je rectifie juste. En fait, Trek, l'entreprise Trek, hein, c'est pas l'équipe, c'est vraiment Trek qui a décidé donc d'ajuster nos primes en fonction des primes hommes, et c'est pas depuis Paris-Roubaix, c'est depuis le début de l'année. D'accord. Donc, c'est-à-dire que depuis l'Estrade Bianche, qui est la première course du calendrier, alors non, je dis des bêtises, c'est depuis le Newsblad, qui est la première course du calendrier où il y a une course homme, on est ajusté en fonction des prix hommes. C'est-à-dire que si une fille fait troisième, elle aura la même prime que l'homme qui fait troisième, puisque Trek viendra ajouter aux primes femmes la somme nécessaire pour arriver à la prime homme. Donc ça, c'est vraiment depuis le début de l'année. Certes, on en a plus parlé sur Paris-Roubaix parce que je crois que les primes étant vraiment beaucoup plus basses que les hommes, ça a un petit peu choqué l'opinion publique. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est vraiment depuis le début de l'année, je tiens à préciser, et c'est vraiment l'entreprise Trek, c'est pas l'équipe. Donc oui, l'équipe en elle-même a une réelle volonté de nous mettre à égalité avec les hommes. C'est vrai que les salaires sont aussi les salaires minimums du World Tour Homme pour chacune d'entre nous. Donc c'est vraiment voilà, ils nous prennent au sérieux. Ils sont très fiers d'être représentés par cette équipe féminine qui en plus a des résultats. Donc c'est encore mieux, et ils nous soutiennent à 200%. On va parler aussi un petit peu de toi parce que tu as réalisé une saison, une belle saison cette année. Enfin, je sais pas, tu vas me le dire sur un plan personnel, mais ça s'est quand même bien terminé pour toi avec une 8e place sur Paris-Roubaix, des mondiaux où tu as quelques regrets, le titre de champion de France de contre-la-montre. Justement, je disais une belle saison, mais pour toi, tu l'as défini comment ton année 2021? Je dirais que si j'avais pas fait top 10 sur Paris-Roubaix, j'aurais sûrement eu un autre discours. C'est vrai que j'aurais été assez déçue finalement de ma saison parce que voilà, moi, mon objectif de cette saison 2021, c'était d'être au jeu au mois d'août, et voilà, ça s'est pas arrivé. Donc ça a été ma première grosse déception. Après, c'est vrai que les championnats de France m'ont remonté le moral, et ce titre m'a remonté le moral. Après, j'étais très déçue de la route parce que je passe vraiment à un cheveu de réaliser le doublé. Mais voilà, encore une fois, je suis pas quelqu'un qui vit dans le regret. Donc si j'avais à faire un commentaire global sur ma saison, elle est bonne. C'est sûr qu'on veut toujours faire mieux quand on est une compétitrice, mais dans l'ensemble, elle est bonne. Mais j'ai surtout envie de retenir le fait que voilà, on est rentré dans un cyclisme que j'ai qualifié hier de 2.0, et c'est un petit peu ça, parce qu'avec l'arrivée du Tour de France et l'arrivée de Paris-Roubaix, je pense qu'on est passé dans une ère nouvelle pour le cyclisme féminin, et finalement, j'arrête de penser à mes résultats personnels. Je vois surtout le résultat de l'ensemble du peloton féminin, et je me dis qu'on est sur la bonne voie et que finalement, ça a été une très bonne année. Jérémy, tu avais aussi une autre question pour Audrey, je t'écoute. Oui, alors pas du tout sur Paris-Roubaix, moi c'était plutôt sur le Women's Tour, juste après Paris-Roubaix. Tu as posté un message sur Twitter, Audrey, pour dénoncer les agissements pardon, de certaines coureuses. Est-ce que tu peux revenir là-dessus? Est-ce que c'est révélateur d'une tendance un peu comme ce qu'on voit au foot, où certains jeunes peuvent parfois manquer de respect aux plus expérimentés? Comment est-ce que tu ressens ça dans le peloton? Ouais, je ressens vraiment cette génération montante qui est une génération extrêmement talentueuse. On a des Françaises notamment de cette génération 2000 qui arrivent et qui sont extrêmement talentueuses. Mais dans sa globalité, c'est une génération, oui, qui n'a pas connu, je dirais, la période un petit peu sombre du cyclisme féminin où on a galéré, il faut dire ce qu'il y est, et où on sait pourquoi on est là aujourd'hui, on a milité, on s'est battu, et c'est vrai qu'elles arrivent finalement dans un cercle virtueux qui commence, et elles se rendent pas forcément compte de ce qu'il y a eu derrière, du passif, et on assiste parfois à des scènes ubuesques. Vraiment, moi, j'ai été choquée finalement pendant ce Women's Tour où à 10 km de l'arrivée, alors que je joue mon rôle de coéquipière, où j'ai toute mon équipe dans la roue, on vient m'insulter parce que soi-disant j'ai voulu rentrer dans le train d'une autre équipe. Enfin, vraiment une excuse en plus à dormir debout. Et c'est là où je me dis, mais je mérite pas ça en fait, parce que si je fais un retour en arrière à l'époque où
Je courais avec des coureurs comme Ina Tottenberg, qui aujourd'hui est ma directrice sportive, ou Giorgia Brondini, qui est aussi ma directrice sportive. J'avais un profond respect pour ces femmes et jamais je ne me serais permis de les insulter, ou encore moins même de leur adresser la parole. Alors, j'en suis pas là, évidemment, mais c'est vrai que les insultes, pour moi, c'est quelque chose qui n'a pas lieu d'être, encore moins quand il n'y a pas de raison valable pour ça. Alors, avoir des comportements un petit peu à chaud, j'en ai toujours, mais c'est vrai que les insultes, c'est quelque chose pour moi qui m'a blessée, choquée, et que j'espère ne plus réentendre. Et malgré ça, c'est vrai que c'est des attitudes que l'on retrouve assez souvent quand même dans ce peloton féminin qui se rajeunit, et je fais partie des plus anciennes maintenant. Donc peut-être qu'il est temps pour moi de prendre ma retraite afin d'être un peu moins choquée, en tout cas sur les prochaines courses. Mais non, on va encore te voir dans le peloton encore des années. Il y a encore plein de belles courses qui vont arriver. Un petit bond aussi sur ce Women's Tour, parce que les Françaises ont brillé avec 3 tricolores dans le top 5. Juliette Labousse, Clara Copponi et Aude Bianic. Donc ça s'est plutôt bien passé pour les tricolores. On te garde encore un tout petit peu. Il y a une rubrique juste pour toi, Audrey, avec des questions un peu plus décontractées. C'est parti, boum! La giclette est là, on l'attendait! Jérémy, c'est toi qui prends la main cette fois-ci pour cette rubrique. Oui, c'est effectivement pour finir sur une touche un petit peu plus légère. Il y a 5 questions, c'est un tu préfères. Tu dois simplement choisir ce que tu préfères entre les 2 propositions. Alors, est-ce que tu préfères porter le maillot jaune sur le premier Tour de France de l'histoire ou gagner le prochain Paris-Roubaix? Oh, c'est trop dur. Gagner Paris-Roubaix. Ouais, très bonne réponse. Tu vois, j'aurais pas dit ça. Le maillot Trek, est-ce que tu préfères le bleu de l'équipe féminine ou le blanc et rouge des hommes? Le bleu de l'équipe féminine, C'est vrai évidemment. qu'il est beau. Ouais, c'est vrai qu'il est beau. Il est très beau, c'est vrai. Et c'est une des rares équipes d'ailleurs qui ont 2 maillots différents pour l'équipe féminine et masculine, mais il est très réussi. S'il devait y avoir un monument italien chez les femmes, et on espère que ça arrivera, est-ce que tu préférerais San Remo ou le Lombardie? San Remo. Est-ce que tu préfères la pointe de vitesse de Chloé Hosking ou le punch d'Elisa Longo-Borghini? Oh là, c'est trop dur à choisir. Je vais répondre, je vais développer ma réponse, parce que si Elisa écoute, elle va être fâchée, mais je dirais le sprint de Chloé Hosking, tout simplement parce que cette année, elle a vécu une période très difficile, elle a eu Covid et ça l'a vraiment abattue pendant plus de 2 mois et demi, et elle a su revenir et s'imposer sur sa course de rentrée en Norvège. Donc pour ça, je dirais le sprint de Chloé Hosking. Tu nous rassures, Elisa ne parle pas français ou ne comprend pas très bien le français. On ne sait jamais. Jérémy, la dernière, je crois. La dernière question, elle a le droit à un joker, parce que pour pas se faire trop d'ennemis au sein de la Trek, est-ce que tu préfères la championne du monde sur route ou celle de cyclocross? Sans hésiter, celle de cyclocross, parce que Lucinda, je la connais bien. On a partagé pas mal de courses cette année, sa victoire notamment sur le Thuringen Ladies Tour, et c'est vrai que pour cette raison, je dirais Lucinda, parce que je ne connais pas encore Elisa Balsamo, mais je suis persuadée que l'an prochain, ce sera très difficile à répondre. Et Lucinda qui continue de gagner d'ailleurs en cyclocross, elle ne s'arrête jamais. Merci en tout cas Audrey d'être passée dans Ça déraille, c'était très agréable, on a appris aussi beaucoup de choses à tes côtés, et puis on te souhaite une bonne fin de saison, de bons entraînements pour revenir encore plus fort en 2022 et du coup pouvoir être aligné sur le Tour de France et faire briller les Bleus. Merci à vous, et puis j'espère que je vous ferai vibrer, et que en tout cas le peloton féminin vous fera vibrer en juillet prochain. Ouais, comme toujours, comme depuis des années maintenant. Merci Audrey et à très bientôt. Merci. À bientôt. Et nous, après avoir parlé du Tour de France féminin avec Audrey Cordorago, on va pouvoir continuer et retourner chez les hommes, puisqu'on va parler un cyclisme à 2 vitesses. Oh le coup de tête! Oh le coup de tête de Marc! Oh le deuxième coup de tête de Rencho! Oh que ça c'est pas bien! Est-ce qu'on n'a pas le droit en ce moment, en tout cas en 2021, à un cyclisme à 2 vitesses? C'est la question que l'on se pose, parce qu'il y a seulement 6 équipes représentées dans les 10 premiers du classement UCI. La Deceuninck, UAE, Bahrain Victorious, Ineos, Jumbo-Visma et Alpecin Phoenix. Ce sont les coureurs qui composent les 10 premières places du classement UCI. Et en plus, on peut rajouter que sur l'ensemble du calendrier World Tour, seulement 4 courses ont échappé à ces 6 mastodontes. Est-ce qu'on
Pas est-ce qu'on, mais comment on explique cela? Est-ce que c'est à cause du budget, du collectif, des individualités? Vraiment, on voit quand même qu'il y a un démarquage entre ces 6 équipes notamment et le reste du monde. Oui, alors il y a plusieurs explications. Déjà, pour commencer, je mets Alpecin Phoenix un petit peu à part des 5 autres équipes, parce que tout repose sur 3 coureurs, hein, Van Der Poel, Merlier et Philipsen, et on les voit pas sur les classements généraux des courses par étapes. Pour les autres, il y a évidemment le budget qui rentre en compte, en tout cas pour Jumbo-Visma, pour Ineos, pour UAE Emirates. Il y a peut-être aussi un peu le matériel. Philippe Gilbert l'expliquait juste avant Paris-Roubaix, quand il était chez Deceuninck Quick-Step, il se sentait un petit peu avantagé. Et puis il y a l'énigme. L'énigme, c'est la Bahreïn, parce que je n'ai pas d'explication. Beaucoup de coureurs se sont révélés cette année. À part Mohoric, qu'on a quand même vu venir, il y a beaucoup de coureurs qui sont sortis du bois, les Gino Meder, les Damiano Caruso, les Marc Padoun et j'en passe. Évidemment, Colbrelli. Et puis le seul qui devait vraiment briller, Mikel Landa, lui, il s'est planté dans les grandes largeurs. Donc moi, cette saison de la formation Bahreïn, j'arrive pas à l'analyser. Pour les budgets, hein, on peut dire que les 4 de ces équipes font partie des 6 plus gros budgets du peloton. On enlève dans cela Alpecin Phoenix. Et ton analyse, alors, elle est comment sur ce cyclisme à 2 vitesses? Bah alors, pour le matériel, c'est vrai que je m'étais pas posé la question. Après, pour tout ce qu'il y a autour, les moyens de récupération, tout ça, on sait que, par exemple, Ineos est toujours à la pointe et réussit à trouver à chaque fois ces petits fameux gains marginaux pour que les coureurs récupèrent mieux. Donc ça, évidemment, ça joue. Donc c'est budget, évidemment. Et qui dit budget dit gros effectif. Quand tu débutes une course avec 3-4 leaders potentiels, comme la Deceuninck sur chaque course d'un jour au printemps, bon bah c'est tout de suite plus facile hein, que une équipe, quelle qu'elle soit, qui a un leader qui doit résister au plus possible parmi un groupe de mastodontes. Voilà, c'est pour moi, c'est clairement une question de budget et malheureusement, j'ai pas l'impression que ce soit amené à s'arrêter ça. Ah, justement, c'était ma prochaine question, parce qu'on a vu ça en 2021, mais est-ce que ça veut juste dire que les équipes ont brillé ou que les leaders ont brillé cette année et que l'année prochaine, d'autres pourront prendre leur place? Bon, ça a été le cas il y a plusieurs années pour Ineos qui a tout dominé, mais il y a De Koninck aussi qui domine depuis un petit moment, mais est-ce que ça peut s'estomper un petit peu avec les années? Je pense qu'on est vraiment sur une tendance post-confinement. Depuis août 2020, ce sont toujours les mêmes équipes, toujours les mêmes leaders qui s'imposent. 2019, c'était une année un petit peu particulière. Ineos cherchait son leader. La Jumbo était un petit peu en transition. Pogacar était encore tout jeune. Il a claqué des étapes sur la Vuelta en fin de saison. Mais depuis 2020, la tendance, elle est vraiment affirmée et je pense qu'on en a pris pour quelques années. Et il y a une question Oui. que je dois poser à Rémi. Je sais que tu veux parler là-dessus, mais désolé, mais je vais te poser la question à toi. C'est une question qui fâche souvent, mais est-ce que ça a à voir pour toi avec les cétones qui sont utilisés notamment par la Deceuninck et la Jumbo-Visma? J'ai essayé de chercher la liste, hein. Je ne sais pas si les autres l'utilisent ou pas. Si jamais vous pouvez m'enseigner, allez-y. Mais est-ce que tu penses que ça peut aussi fonctionner par rapport à ce remède dont on ne sait pas grand-chose pour l'instant? Bah, le problème, c'est ça, c'est qu'on n'en sait pas grand-chose. Alors il paraît que ça aiderait à la récupération, tout ça. Oui, mais en fait, on n'en sait rien et on sait surtout pas ce que ça fait à long terme. Donc, pour en avoir discuté il y a quelques mois avec Nicolas Roche, même lui qui est dans le vélo, alors il est dans une équipe DSM qui pour le coup n'utilise pas les cétones, mais il ne sait même pas exactement ce que c'est, donc il a dit qu'il y toucherait pas. Bon, il y touchera plus vu qu'il prend sa retraite. Donc même si des coureurs et en plus des coureurs aguerris comme, lui ne savent pas vraiment les effets que ça donne et exactement ce que ça combien ça peut apporter, bon bah, c'est clairement pas moi qui vais répondre à cette question, donc oui peut-être, mais je suis vraiment pas sûr. Pourtant, il y a plusieurs coureurs hein, qui
notamment ont remarqué que ça roulait un petit peu plus vite. Alors je dis pas que c'est à cause de ça ou grâce à ça, hein, mais on a notamment David Gaudu, Warren Barguil, hein, nos coureurs français qui ont dit ça. Est-ce que là aussi, le fait que ça roule plus vite, c'est peut-être un fait qui fait que tout simplement, ce sont ces équipes-là qui ont progressé et du coup ne donnent plus grand-chose à ceux qui ne peuvent plus suivre tout simplement. Je sais pas. Je sais pas quelles sont les raisons, les explications. Est-ce qu'il y a du dopage, pas de dopage? La vérité, c'est qu'il y a des coureurs qui se plaignent, effectivement. Tu as parlé des Français, mais on peut aussi évoquer les Belges, hein, des De Rent, des Van Avermaet, des Tim Wellens récemment sont aussi sortis du bois à ce sujet-là. Et certains sont à peu près au même niveau de performance en termes de puissance développée et ne brillent plus du tout. Alors Van Avermaet, il a fait podium du Tour des Flandres, mais c'est un épiphénomène. C'est vrai que De Rent, il n'a pas pesé sur la saison. Wellens, idem. Et c'était des coureurs qu'on était habitués à voir dans les premières positions du peloton. Donc oui, ça interroge un petit peu. Et on comprend que ça parle beaucoup sur les réseaux sociaux. Mais comme l'a dit Rémi, et je vais le rejoindre, nous, on n'est pas du tout experts dans ce domaine-là. On ne fait pas de la médecine, hein. Nous, on est journalistes sportifs. Donc on peut parler des résultats sportifs. Et ce qu'on voit effectivement, c'est que certains qui étaient des vedettes il y a quelques années, aujourd'hui, sont quasiment dans l'anonymat. Et David Gaudu qui excusait, qui trouvait en tout cas des explications pour cette survitesse, hein, notamment par le confinement où beaucoup se sont entraînés, surentraînés et du coup reprennent un petit peu les effets de ce surentraînement. Rémi, est-ce que toi aussi tu penses que c'est un épiphénomène comme disait Jérémy? Moi, je pense aussi que se pose peut-être la question tout simplement des limites de ces mecs qui parlent, hein, les De Rent, Van Avermaet, Wellens ou Romain Bardet qui disait encore après le Tour de Lombardie qu'il n'avait jamais été La aussi, MotoGP. qu'il avait des performances aussi puissantes, et inutiles au final, mais qu'il a jamais roulé aussi vite. Et malgré tout leur talent, tout le respect que j'ai pour eux, peut-être que tout simplement, voilà, ils ont certes, avec l'entraînement, ils progressent un peu, mais ils progressent pas aussi vite que les autres, hein. Il y a aussi les limites du corps humain et personne n'est égal là-dessus. Donc peut-être que tout simplement, il y a aussi tout ça. Je cours moins vite que Jérémy, c'est pas qu'il s'entraîne forcément plus, c'est que physiologiquement, il court plus vite que moi. Voilà, c'est parfois il y a juste ça. Il court même plus vite avec tous les pains au chocolat qu'il mange à longueur de journée, même encore maintenant. Personne ne veut répondre. À mon avis, c'est que j'ai raison. Sinon, moi j'ai une explication pour vous toute trouvée. Les 5 fantastiques sont dans ces équipes, hein, Roglic, Pogačar, Van Aert, Van der Poel, Alaphilippe. Alors, avant que Jérémy m'attaque sur ce sujet, les 5 fantastiques, ce n'est pas moi qui l'ai inventé, ce sont les médias, hein, qui ont mis les 5 fantastiques en avant et ils font partie de ces équipes. Ça peut expliquer pourquoi, tout simplement, ces formations sont number one à l'UCI. Ça peut se dire dans les deux sens, hein. Soit parce qu'ils font partie de ces équipes, soit parce que ils brillent justement parce qu'ils font partie de ces formations-là. Donc il peut y avoir deux lectures. Maintenant, oui, je te rajouterais quand même Colbrelli, le 6e fantastique, parce qu'il est quand même champion d'Europe et vainqueur de Paris-Roubaix sur un palmarès pur. Je pense que c'est mieux que beaucoup de coureurs que tu as cités en 2021. Ouais, bon, on dira les Avengers alors avec Colbrelli en Voilà, plus. les Avengers. Rémi, mon explication, elle est bonne ou est-ce que c'est juste ils sont là parce que tout simplement ils sont dans les meilleures équipes del mundo? Je pense que c'est un peu des deux. C'est quand même des super champions. C'est des mecs qui ont beaucoup gagné et tout le temps gagné. Bon, même si Pogačar, ça fait que 3 ans qu'il est pro. Donc, c'est des mecs qui sont très bons dans ce qu'ils font, qui sont meilleurs que les autres. Alors évidemment, le fait est qu'ils soient dans une très bonne équipe, ça aide parce qu'ils ont des trop bons coéquipiers. Mais c'est vraiment, pour moi, c'est les deux. Ils sont aussi dans ces équipes-là parce qu'ils sont talentueux. Et donc à la fin, et on n'aura pas forcément l'explication, mais on espère que l'année prochaine, nos équipes françaises notamment vont pouvoir se rapprocher et, avec la Groupama FDJ, AG2R Citroën ou encore Cofidis. En attendant, il n'y a pas 5 fantastiques, mais il y en a 2 fantastiques, Rémi et moi, qui vont se départager sur le quiz.
Ouh, je me sens chaud parce qu'aujourd'hui, il va falloir faire tomber Rémi Dos Santos, qui est triple, quadruple tenant du titre du Quadruple. quiz. Quadruple, ah, c'est bien compté. C'est beaucoup trop pour un seul homme. Et aujourd'hui, peut-être c'est ma chance. Oui, bah qui sait? J'espère pour toi en tout cas, Johan. Alors la semaine dernière, c'était sur Paris-Roubaix, l'avant-dernier monument de la saison. Cette Lombardie. semaine, ce sera, eh bien, non pas sur le Tour de Lombardie, mais ce sera sur toute la saison. Un récap de toute la saison World Tour. Donc j'espère que vous avez bien suivi Et que vous avez du temps depuis devant vous. février. Hein. Et du temps devant vous parce qu'on a déjà fait long. Alors là, si en plus on a un quiz jusqu'au début de l'année, excellent. Vous inquiétez pas, monsieur Tritz, tout va bien se passer. Allez, il y a des questions. C'est le plus rapide à répondre. Une seule réponse par personne et par question. C'est parti. On commence par le tour de l'UAE. Le podium, c'était Pogacar, Yates, Almeida. Un Jumbo-Visma termine 4e. Qui est-ce? Vingard? Non. C'est. Je vois qui c'est. C'est. Est-ce que je vais arriver à c'est long. trouver C'est je vais très arriver long. à trouver. Oui, je sais. C'est le petit qui était sur la Vuelta. Là, et voilà, je vais avoir un trou de mémoire. Je vais perdre un point. C'est Limène. Non, je sais pas. Je me rappelle C'est plus. Chris Harper. Ah ouais, bah, je l'avais pas. 0-0. Deuxième question. On passe sur le Het Nieuwsblad. Ballerini s'impose au sprint devant un coureur d'une équipe française. Qui est-ce? Anthony Turgis. Non. Oui. Rémi. Bah, tu l'as là, Rémi, c'est bon. C'est un plateau. Rémi, c'est long. Ouais, non. Kung? Non, c'était Jake Stewart. C'était la même équipe, mais ça fait 0 point. Ah, c'est vrai, Jake Stewart, tu fais un putain de début de saison, c'est vrai. Mais oui, C'est vrai, c'est Allez, bien on sûr. passe à la troisième manche du World Tour, toujours 0-0. Les Strade Bianche. Alors là, je vais vous interroger, non pas chez les hommes, mais chez les femmes. Qui s'impose? Longo Borghini. Non. Mais non, mais je sais qui c'est en plus. Est-ce que je peux avoir une nouvelle réponse, s'il te plaît, Jérémy? S'il Ben trouve non, pas, c'est dommage. 0,5. réponse S'il par trouve pas, personne 0,5. et par question, Johan. C'était dans les règles, dans Je l'énoncé. sais, c'est pour ça que je demande. Bon, Rémi, c'est trop long. Nivea hein. Doma? Nivea Doma. C'est J'avais Chantal Black. répondu pendant que vous parliez. C'est Chantal Black. Vas-y, Johan, pour la gloire. Donne-nous Chantal la bonne Black. réponse. Chantal Black. Chantal Vandenbroek Black. Mais Bonne oui, réponse non, de mais Johan Fritz, mais on reste à 0-0. Attention, question groupée pour Paris-Nice et Tirreno-Adriatico. Sur ces deux épreuves, un Espagnol a terminé 3e. Lesquels? Là, il me faut le duo complet pour avoir le point. D'accord, très bien. Ok. 3e de Paris-Nice, le 3e de Tirreno, ce sont des Espagnols. Donnez-moi la doublette. Il faut que je retrouve. J'étais à Paris-Nice en plus, c'est ça La le pire. page. Pro Cycling Stats. Non. Pas du tout. J'ai Paris-Nice. Paris-Nice, mais j'ai pas tiré. Bah moi j'ai l'autre côté, donc on fait quoi? On se partage les Allez, gains. donnez-moi chacun le vôtre, et si c'est bon, je donne un point à chacun. Yon Izagirre. Bonne réponse, pardon. C'était Landa, 3e? Et c'est Landa. Un point voilà, partout. c'est incroyable. Vous devriez jouer ensemble, en fait, pour avoir les points. Allez, on passe à Milan-San Remo. Quel est le premier français? Oh là, la colle. Il y aura un bonus sur cette question Évidemment, si vous trouvez le bon coureur. Évidemment, il y a un piège, hein, parce qu'on pense tous à quelqu'un qui a un maillot irisé sur les épaules. Christophe Laporte? Mauvaise réponse. Donc le premier français, c'est tout simplement Nasser Boigny. Je dis n'importe quoi. Pas du tout. C'est quelqu'un que tu as déjà donné en plus, Johan. C'est Anthony Turgis qui termine 10e. Ok. On passe au Tour de Catalogne. Toujours un point partout. Triple Ineos, évidemment, sur le Tour de Catalogne, c'était le fait marquant. Mais qui fait 4? Valverde. Johan. Bien joué. Yes. On est tellement nuls depuis le début que ça fait plaisir de donner une bonne réponse. Allez, la 7e question. On franchit le cap de la mi-course. On passe à Gand-Wevelgem. Van Aert s'impose dans un groupe avec 3 Italiens, Nizzolo, Colbrelli et Trentin. Mais dans quel ordre se sont classés les Italiens? Alors là... tu veux les places ou tu veux les... Il y a Nizzolo, Colbrelli, Trentin. Ils ont fait 2, 3, 4, mais dans quel ordre? Ah, je voulais savoir si tu voulais 2, 3, 4, parce que ça, je m'en souvenais. Si tu te souviens de l'ordre, vas-y, donne-moi. Vas-y, je te laisse la priorité. Parce non, que je pensais que tu demandais les places, en fait, c'est pour ça. Mais c'est la même chose, non? Pardon? Ah ok, moi je vais commencer parce que Rémi est en train de tergiverser. Je pense que c'est Nizzolo, Trentin, Colbrelli. Allez.
Et c'est le point pour Johan Pritz. 3 points à 1. Mais qu'est-ce Nicolo qu'il deuxième. et qu'est-ce Francis qu'il est nul ce troisième. Colbrelli. Oh la vache. Allez, 3 points à 1. On passe au Tour des Flandres. Alors écoutez cette question. Dans le top 10, 3 nations sont représentées par au moins 2 coureurs. Quel est le seul coureur qui est l'unique représentant de son pays? Asgreen? Casper Asgreen. Bonne Ah, je réponse. trouvais ça trop facile, mais non. Et oui, il y avait 2 Français, il y avait 2 Néerlandais et tout le reste, ce sont des Belges. 3-2 toujours pour Johan. Attention à cette 9e question. Tour du Pays Basque. On retrouve sur le podium 2 coureurs qui sont aussi sur le podium du Tour de France 2021. Mais quel est l'autre coureur présent sur le podium du Tour du Pays Basque? Roglic? Et Maroš Roglic, bien Mais oui, entendu, non, mais le oui, vainqueur, Pff, je suis perdu avec là. Pogacar et Vingegaard qui l'accompagnaient sur le podium. 3 partout, on passe aux classiques ardennaises. Qui suis-je? Je suis 9e de Liège-Bastogne-Liège, 10e de la Flèche Wallonne et 3e de l'Amstel. Marc Hirschi? Mauvaise réponse. 3e de l'Amstel, mais je me souviens même plus qui était aux côtés de Van Aert et Pidcock. Eh oui, on se souvient de ce mano à mano, mais le 3e, on l'oublie. Michael Matthews. Non, c'était Maximilian Charman. Ah, Mais c'est vrai il qu'il est. reste Ah, l'excellent Charman. 3 partout. On passe au Tour de Romandie. Sur le podium du Tour de Romandie figure un coureur qui est aussi monté sur le podium d'un monument en 2021. De qui s'agit-il? Thomas. Je vous rappelle la Pas question. loin. Sur le podium du Tour de Romandie Ouais. figure un coureur qui est aussi monté sur le podium d'un monument en 2021. Ouais. Alors là, Eh oui, la balle du 4-3, elle est pas facile. Ah non. Asgreen, Asgreen sur le podium du Tour de Romandie, c'est un peu ambitieux. j'ai tenté un C'est truc. une mauvaise réponse. Rémi, tu as une proposition? J'ai Michael Woods, mais je suis même pas sûr qu'il finisse sur le podium vraiment. Je crois qu'il se rate sur la dernière étape, sur le compte Ouais, officiel. il s'est un peu craqué effectivement sur le dernier chrono. C'était Fausto Masnada, deuxième. Ah, oh là Ah là. oui, le Lombardie, bien Ouais, sûr. et il faut rappeler quand même aux auditeurs qu'on suit le vélo la plupart du temps, mais c'est la pression, parce que là, on va nous prendre pour Non, des mais il y a débutants. quand même Moi, il y je a regarde quand que même les 3 courses partout. espoirs. 3 partout, avant-dernière question, messieurs. Oh, Sur les grands tours, j'ai regroupé les 3 grands tours dans la même question. Outre la Slovénie, quelle nation a porté le maillot de leader de 2 grands tours différents cette saison? 2 grands La tours Slovénie différents. et quel autre pays? Ah, c'est dur. Ah, c'est pas l'Estonie déjà? La France. C'est la France. Mais non, mais c'est pas C'est la Il y a possible. France. Alaphilippe sur le Tour et sur la Vuelta. Kenny Elissonde. Kenny Kenny Elissonde. Elissonde. Bien oui. sûr. Alors 4-3, ce point va te servir uniquement dans le cas où personne ne répond à la dernière, parce que la dernière, J'ai trop vous de le pression. savez, elle est doublée. On parlait des Slovènes il y a quelques instants. Parlons de Matej Mohoric. Mohoric a terminé 3 fois deuxième d'un classement final sur des épreuves World Tour en deuxième partie de saison. Deuxième du Tour de Pologne, deuxième du Tour du Benelux. Ouais. Quelle est la 3e course? Voilà, je l'avais Pologne, Benelux, et donc Tout se deuxième. joue là, Johan. Hein. Ouais, je sais, Pologne, Benelux, et il me faut un autre. Ah. Deuxième de. Attends, c'est des courses par étape ou c'est World Tour juste? Non, des courses World Tour, des classements Classica finales. San Sébastien. La Classica Mais San oui, Sébastien, Ah, joli. 2 points pour mais Johan oui, c'est bon ça. Aïe, aïe, aïe. Bravo. Très belle victoire. Fritz. Incroyable, au finish. Ah, je suis très heureux. Alors vraiment très très heureux parce que j'ai été le puiser au plus profond de moi-même après Ah avoir ouais. donné beaucoup T'es de allé la mauvaises chercher réponses. celle-là. J'ai été la chercher et on s'arrêtera sur ça parce qu'on va pas faire de paris. Et il n'y a plus de course. Il y a plus de courses et surtout on va pas parier sur les cyclocross de fin de saison parce que je sais que Anthony Collat voudrait bien le faire. On va pouvoir parler d'autres choses dans les prochains podcasts. On va sûrement faire encore un petit peu de bilan avec des invités et tout, mais surtout il y aura quelques petites surprises et des innovations qui vont arriver. Donc restez sur Ça déraille. Merci Monsieur Sakian pour ce quiz. Merci Monsieur Dos Santos pour ce quiz aussi et pour cette défaite. Et on se retrouve la semaine prochaine comme d'habitude avec Mais des... N'oubliez pas de nous suivre sur Deezer, Apple Podcast, YouTube, etc. Ça, c'est important. Tu dis ça parce que peut-être j'allais le dire.
Exactement. Merci. Je devrais alterner un coup c'est toi, un coup c'est Rémi, comme ça j'aurais pas besoin de le répéter. Merci. Merci à tous de nous avoir écoutés et puis on se retrouve comme tout le temps la semaine prochaine. Allez, ciao. Ciao à tous. Salut.